Suarez. Voilà. Merci Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Jacques. Merci pour votre présentation extrêmement intéressante. Ma question posera sur les partenariats et les brevets. Mais tout d'abord, peut-être que vous ne le savez pas encore, je me félicite que le site du CEA à Saclay ait été choisi récemment par la RATP pour tester 2 navettes autonomes de la société française EasyMile. J'ai eu l'opportunité de visiter le siège de cette start-up lors d'un déplacement de la ministre Elisabeth Borne à Toulouse il y a quelques mois, et je me réjouis que des milliers de salariés du site du CEA puissent désormais emprunter ces navettes 100% électriques. Vous allez voir que c'est un rapport quand même. J'espère réellement que vous aurez l'occasion de tester ces navettes et de prolonger cette expérimentation. Cela démontre en tout cas que le CEA est à même d'innover et d'établir des partenariats institutionnels, mais également avec des start-up. C'est un aspect important pour soutenir l'expansion et le développement des jeunes pousses françaises, et j'espère que vous continuerez à agir dans ce sens. Mes questions portent sur les partenariats, disais-je, notamment internationaux, qui sont nombreux et dans des domaines très variés. Je citerai ici 2 exemples récents, car la liste pourrait être longue. Je pense tout d'abord au partenariat avec Blue Solution, filiale de Bolloré, pour tester une station de recharge pour véhicules électriques alimentés par l'énergie solaire en Inde. Je pense ensuite à celui avec Vikram Solar, également en Inde, pour dynamiser la recherche et le développement sur les cellules, modules et systèmes au silicium cristallin à haut rendement, ainsi que sur une série de technologies de production et de stockage à haut rendement pour les marchés français et indiens. Ces partenariats internationaux sont évidemment indispensables pour faire avancer la recherche et développer les solutions innovantes pour répondre aux multiples enjeux de la transition énergétique et numérique. Toutefois, comment comptez-vous vous assurer que le CEA préserve la main sur ces technologies qu'il développe en France afin de ne pas subir des pertes en matière de propriété industrielle au seul profit d'entreprises privées ou d'États étrangers? Et deuxième question, quelle sera votre politique concernant le dépôt de brevets auprès de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle? Merci, monsieur. J'en viens à votre question sur les brevets. Je vais peut-être commencer par la seconde, qui est celle sur le dépôt de brevets. Bon, ça, c'est une question sur laquelle, aujourd'hui, j'avoue que j'aurais besoin de me confronter avec les équipes sur le sujet. Aujourd'hui, le CEA est finalement le 4e déposant français. On doit être à 680, enfin, pardonnerai, je n'ai pas les chiffres, enfin 680 ou quelque chose comme ça, brevets déposés. Le récent rapport le rapport de la Cour des comptes sur le sujet s'est livré à une petite analyse en termes coût de l'entretien du portefeuille de brevets et redevance associée, qui montre que bon, on se trouve à peu près autour de l'équilibre, peut-être un peu en dessous plutôt qu'un peu au-dessus. Donc la question aujourd'hui, moi ça me semble une excellente chose qui est ces dépôts de brevets qui permettent de constituer des grappes, qui permettent probablement d'avoir une cartographie d'un certain nombre de domaines techniques. La question de savoir, et donc qu'il faille continuer, je n'ai pas de doute là-dessus, la question de savoir où est l'optimum entre la nature du brevet et le volume, parce qu'en soi, prendre le plus de brevets possible n'est pas forcément un objectif. Ça, je joue un peu un droit de réserve à en rediscuter avec les équipes, même si, indubitablement, le fait qu'ils soient capables de réussir cette performance-là, quand on la compare, mais là aussi ça pose question, quand on la compare par exemple au Fraunhofer où le taux de dépôt ramené au nombre de personnes dans l'Institut est plus faible, mais sans forcément que les résultats soient moins bons. Donc il y a probablement une question de modèle à travailler. J'en viens à la deuxième partie, à votre première partie de question en 2 morceaux, peut-être probablement, l'un sur l'international et l'autre peut-être sur la stratégie de propriété industrielle et la manière dont on essaye de l'aborder. Alors, sur l'international, moi, il me semble que c'est absolument majeur, c'est-à-dire que le président de la République a une stratégie dans le domaine du climat, a une stratégie dans la suite de l'accord de Paris, et il est bien évident, me semble-t-il, que si on veut que cette stratégie difficile à mettre en œuvre dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, vu l'attitude d'un certain nombre de pays. Si on veut que cette stratégie prospère, il va aussi falloir qu'on amène un certain nombre de technologies, qu'on essaye d'accompagner les pays correspondants. Et donc, du coup, le fait de, à la fois, faire un développement technologique qui puisse servir à l'échelle nationale, voire avoir des spécialisations qui soient plus adaptées pour des pays sous d'autres latitudes, dans d'autres types de contextes climatiques ou autres, me semble extrêmement important. Et donc, j'y vois là aussi une capacité. Alors, évidemment, de nouveau, pas le CEA tout seul, mais le CEA en partenariat avec l'industrie et le CEA en partenariat avec les filières industrielles françaises. Je pense que ça, c'est très important. Alors, sur la partie
politique de propriété industrielle. Je crois que le commissariat a toujours voulu rester maître. D'ailleurs, ça a été un des objets de débat par rapport aux questions des SAT ou autres. Le commissariat a toujours voulu rester maître de sa propriété industrielle, parce que c'est à la fois pour la protéger, mais en même temps parce que c'est autour de cette propriété industrielle que se construisent aussi les coopérations de demain. Et je pense que je suis convaincu de la pertinence de ce modèle-là. Donc aujourd'hui, je pense que l'équilibre que l'on a à trouver, c'est celui qui permette d'avoir un retour industriel de cette propriété industrielle, peut-être pas forcément d'ailleurs systématiquement sous forme de redevance sur les brevets, mais plutôt de montage de nouvelles entreprises ou autres. Et c'est plutôt par ce type de développement industriel, je pense qu'on peut aussi essayer de se protéger, même si évidemment, dans la lignée de ce que fait France Brevet, être en première ligne sur la contrefaçon, sur la manière de se protéger ou de ne pas abandonner les portefeuilles de brevets me semble également extrêmement important.